peuple de la Wallonie, les travailleurs doivent se lever. Nous vivons dans une société de la violence institutionnalisée, qui rapporte du profit et que personne n'a l'air de contester. Et on doit savoir dans ce pays que les travailleurs sont capables de se mobiliser lorsqu'ils sont agressés de cette manière-là. Quand le syndicat séquestrait les patrons. Raymond Coumont, Mémoire d'un syndicalisme. Un podcast de Colline Grandeau. Le patronat soulève le problème de la capacité technique de faire l'autogestion. Eh bien, moi, je vous dis, messieurs, que cette capacité technique, les travailleurs l'ont, puisque ce sont tous les travailleurs qui font tourner les entreprises. Et qu'il n'y a rien de plus inutile qu'un patron, et vous le savez aussi bien que moi. Épisode 5. Rien ne les prédestinait à faire de l'autogestion. L'autogestion, une pratique anticapitaliste. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que séquestrer un patron, prendre un trésor de guerre ou faire une grève de la faim étaient des moyens efficaces pour installer un rapport de force avec des patrons ou l'État. Ici, nous allons parler d'un type d'action assez différent, qui va, à mon sens, plus loin dans la remise en cause du système capitaliste en proposant un autre modèle d'entreprise. Mai 68 et les années qui suivent amènent des débats sur le concept d'autogestion. Imaginez, une entreprise sans patron, sans actionnaire. À leur place, des travailleurs et travailleuses qui décident pour eux-mêmes et qui sont propriétaires de leur entreprise. Concrètement, ça veut dire qu'ils et elles décident des règles de fonctionnement collectives. Les horaires, les congés, le nombre de salariés par exemple, mais aussi de la direction de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait des bénéfices ? Est-ce qu'on achète du matériel ? Est-ce qu'on embauche ? Ou est-ce qu'on se paye mieux ? Toutes ces décisions leur appartiennent. Une expérience de ce type se réalise en France en 1973 dans l'usine horlogère LIP à Besançon. Leur slogan : on fabrique, on vend, on se paie. Cette expérience inspire. Un groupe de militants belges se rend à Besançon pour rencontrer les ouvriers et ouvrières de LIP. Raymond Coumont en fait évidemment partie. À leur retour, ils lancent une vingtaine de mouvements autogestionnaires. L'autogestion telle qu'elle se pratique en Wallonie est surtout un outil de lutte. En faisant tourner les entreprises et en vendant les produits, les travailleuses et travailleurs se dégagent un salaire et peuvent ainsi survivre pendant de longues grèves. Au Brabant wallon, en 1975, 2 initiatives parviennent à instaurer une autogestion durable. Les sablières de Wauthier-Braine, à Braine-le-Château, et le balai libéré, à Louvain-la-Neuve. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas une théorie de l'autogestion. Il y avait des expériences qui étaient surtout d'ailleurs des cercles de réflexion, des trucs en circuit fermé. Dans l'économie sociale, il existait déjà des formes d'autogestion dans la mesure où, dans des petites entités qui n'étaient pas soumises à la concurrence internationale, etc., les travailleurs s'organisaient déjà entre eux. Et bon, lorsque s'est présenté le problème des sablières de Wauthier-Braine, on s'est immédiatement rendu compte qu'on avait là réuni les ingrédients qui permettraient de faire une expérience. En fait, les sablières, c'est une petite entreprise travaillant avec les entreprises du bâtiment sur le plan local. Mais est arrivé un événement inattendu, c'est la construction de l'autoroute qui va de Bruxelles à Paris et qui traverse tout le Brabant wallon. Et donc ils ont commencé à fournir le sable pour la construction de l'autoroute. Et du coup, ils ont dû investir considérablement dans l'achat de nouveaux camions, etc., parce que les contrats le permettaient. Et pendant des années, pendant toutes les années de construction de cette autoroute, donc ils ont fait des affaires d'or. Et puis évidemment, l'autoroute terminée, ils n'avaient pas suffisamment prévu le coût, et ils se sont retrouvés avec une flotte de camions inutiles, et avec une carrière qui, comme à l'origine, n'était plus destinée qu'à travailler avec les entreprises du bâtiment de la région. Et comme l'entreprise, on s'en est aperçu après nous, avait quand même eu des modes de gestion relativement douteuses, la faillite a été déclarée. Mais quelques mois avant, les ouvriers avaient déjà senti
qu'il y a quelque chose qui commençait à ne pas tourner rond, et ils avaient pris contact avec le délégué local, d'où l'importance des sections locales syndicales. Et donc, on a commencé à faire des réunions pour faire le point sur la situation, et les ouvriers ont décidé l'occupation des bureaux de l'entreprise et de négocier avec le tribunal du commerce que le curateur qui était désigné pour la gestion de l'entreprise pendant la période de faillite, s'il décidait de poursuivre les activités, que ce soit en collaboration avec les travailleurs concernés. Et donc ici, on a eu, au sablier de Wautier-Braine, on a eu une première décision de justice qui ne s'est jamais reproduite par la suite d'ailleurs. Le tribunal de commerce de Nivelles a confié sous la responsabilité du curateur la gestion de l'entreprise à un comité de travailleurs composé du délégué syndical de l'entreprise et de certains de ses collègues et de 2 permanents syndicaux. Donc moi-même et le permanent FGTB. Nous avions donc une décision relativement révolutionnaire. Notre intention a été rapidement de dire on va profiter du temps qui nous reste, les 2 ans de contrat d'exploitation de la carrière, pour apprendre à gérer nous-mêmes. Et assez rapidement, on a été confronté aux problèmes qu'on n'avait évidemment pas prévus dans un cas de cette espèce. C'est que pour créer une nouvelle société, il fallait racheter tout le matériel, il fallait racheter les bulldozers, il fallait racheter les trémies, il fallait bref, faire des investissements. Mais c'était plusieurs millions dont on avait besoin, et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne connaissait pas un endroit où on aurait pu aller les chercher. Qui est-ce qui allait donner des millions à un comité de travailleurs pour faire de l'autogestion? Et c'est à ce moment-là qu'on a été interpellé par un jeune militant économiste qui était à l'UCL, Mark van der Mosten, et on lui a dit, bon, il y a cette histoire, il faut qu'on trouve un statut pour l'entreprise, un statut juridique, et il faut qu'on trouve des capitaux. Est-ce que tu peux, toi, faire un dossier qui nous permettrait de nous adresser à des institutions ad hoc pour pouvoir obtenir ça? Il a dit, bon, ok. Et il a commencé à travailler. Et en fait, au départ, on voulait faire une coopérative. Mais là, on s'est vite rendu compte qu'avoir des capitaux importants de la part des banques dans un statut de coopérative, ça ne marcherait pas. Donc finalement, on a opté pour un statut de société anonyme. Alors, Marc a assez rapidement trouvé une formule qui était de demander, d'une part, au mouvement coopératif du MOC, qui avait une société d'investissement, si elle pouvait prendre une partie du capital. Et on avait demandé à Robert Dont d'appuyer notre demande auprès de cette institution qui faisait quand même partie du MOC, mais qui n'investissait pas dans une société par philanthropie. Robert Dont, c'est le secrétaire général de la CSC à ce moment-là. Oui. Et puis alors, il y avait une institution qui s'était mise en place en Belgique qui s'appelait la SNI, Société Nationale d'Investissement, qui était donc une institution qui, au nom de l'État, pouvait prendre des parts de capital pour soutenir des entreprises, soit en difficulté ou pour assurer leur développement. Et finalement, on a eu un accord, tant de la part du mouvement coopératif du MOC que de la SNI, d'investir chacun une part égale dans la nouvelle société, pour un total de 98%, et de donner 2% des actions aux travailleurs de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'avec les 2% détenus par les travailleurs et les actions détenues par le mouvement coopératif du MOC, nous avions la maîtrise des décisions au cas où il y aurait eu un litige avec la SNI. Et donc ça s'est fait de cette manière-là. Nous avons obtenu les fonds et il fallait alors obtenir l'autorisation de l'État
de poursuivre l'exploitation de la carrière, puisque le contrat venait à son terme, mais il y avait encore une réserve de sable considérable. Et donc les gens ont travaillé pendant 15 ans en autogestion totale alors, que le curateur ayant récupéré les créances par rapport à la mise en capital, le curateur s'est retiré et nous avons lancé la société, nous l'avons appelée les Sablières de Wauthier-Braine. Et comment ça s'est passé pendant les 15 ans? Ils ont travaillé. Parmi le personnel, que ce soit dans l'administration ou sur le chantier, on avait toutes les personnes compétentes pour faire tourner l'entreprise sans aucun problème. Hein? Ils ont travaillé, ils ont pris des décisions ensemble, ils se sont octroyés une assurance de groupe, ce qui est excessivement rare pour des ouvriers, hein, qui leur assurait une retraite confortable. Ils se sont distribués des dividendes quand c'était possible. La SNI a eu sa part, le mouvement coopératif du MOC ont eu leur part aussi. Ils ont travaillé en fait en autogestion dans une société anonyme, capitaliste. La SNI n'aurait pas mis un franc dans le capital si ça avait été une coopérative. Ses statuts ne lui l'auraient pas permis. Et on s'est aperçu que les mécanismes qui sont ceux de la gestion d'une société anonyme étaient in fine les plus souples qui pouvaient exister, bien plus souples que la coopérative et que les ASBL et d'autres choses, à condition qu'on les utilise à l'avantage des travailleurs. Tout le problème est de savoir qui dirige et au bénéfice de qui. Et pourquoi ça s'est terminé? Par le fait qu'il n'y a plus de sable. Il aurait fallu décider peut-être de continuer, mais de chercher une autre concession. Mais ça, c'était une toute autre bataille. Et les travailleurs qui étaient en place étaient tous à l'âge de la retraite quasiment. Et donc, ils ont décidé d'arrêter. Donc, c'était fini. Et ça n'a finalement créé de problème à personne. Merci. Merci. Et à son avenir. Ah oui. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Belgique, dans le Brabant wallon, aux sablières marchand à Braine-le-Château. Jusqu'à cette semaine, ils travaillèrent pour eux, s'organisèrent eux-mêmes afin de se payer mieux. Pendant 14 mois, en autogestion, se sont rendus heureux car ils sont sans patron. Mais ce 3 février, dans le Brabant wallon, le bal est libéré, vous sort cette chanson, destinée à lutter en solidarité, pour vivre encore ensemble longtemps l'autogestion. Pour vivre encore ensemble longtemps l'autogestion. Ouais. Le ballet libéré, on est d'abord intervenu de façon tout à fait traditionnelle par rapport à la firme, c'est une firme de sous-traitance, la firme Annick, qui nettoyait les locaux de l'Université catholique de Louvain, de l'UCL. Et à 2 reprises, d'ailleurs, il y avait déjà eu une négociation triangulaire, syndicat, patron et direction de l'UCL, dans lequel nous avions mis l'UCL en cause, en disant « Vous avez décidé, contrairement à l'avis de la délégation syndicale en place, de passer par la sous-traitance. Nous voulons que l'UCL fasse pression sur cette entreprise pour qu'on remette les montres à l'heure. » Mais le patron n'a rien trouvé de mieux que de contracter un autre contrat de sous-traitance à une centaine de kilomètres de l'UCL, dans le zoning de Recogne, et de dire qu'il y aurait une partie des ouvrières qui devraient tous les matins faire la navette. Les filles, évidemment, ne l'ont pas entendu de cette oreille, et elles ont repris contact donc avec notre organisation, la CSC, et Gilberte Tournoire,
qui était donc la responsable pour l'action féminine, mais qui était aussi responsable de ce secteur géographique. Et donc, nous en avons discuté en disant on va repartir pour une négociation triangulaire. Là, le patron a refusé. Et donc, on a décidé d'aller le matin à l'endroit qui servait de bureau, et c'était une caravane. Donc, ils n'avaient pas de bureau sur le site, ils avaient installé une caravane à l'intérieur de laquelle il y avait la pointeuse. Donc, là où elles devaient aller pointer leur carte avant de commencer leur journée de travail et à la sortie. Et nous avions décidé d'abord de faire un piquet avec des travailleurs d'autres entreprises, et notamment les ouvrières, les nettoyeuses de la clinique Saint-Pierre d'Ottigny. Les filles ont arrêté le travail, elles sont venues donner un coup de main. Et on leur a chippé la pointeuse. Ce qui était un geste beaucoup plus symbolique qu'autre chose, c'est-à-dire on enlève le moyen de contrôle du patron. Il n'a plus aucun moyen de contrôler qui a travaillé et qui n'a pas travaillé. Et donc, quand les premières ouvrières qui n'étaient pas dans la confidence sont arrivées et qu'elles ont voulu aller pointer dans la caravane, elles sont sorties en disant « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de pointeuse, comment est-ce qu'on va pointer ?» Et donc, la grève est partie comme ça. On a réuni les gens dans un auditoire, toutes les filles, concernées ou pas concernées, et on leur a dit, écoutez, aujourd'hui c'est elle, demain ce sera vous. Et on a réussi quand même à convaincre des gens qui au départ étaient complètement opposés à la grève, qui en sont devenus des piliers, quand ils ont compris qu'on pouvait en sortir quelque chose de positif. Donc nous avons à ce moment-là fait le geste sans doute qui a été le départ de tout, c'est que on a envoyé une lettre au patron et à son brigadier, qui était un type infâme d'ailleurs, en disant qu'on les licenciait, donc que les ouvrières les licenciaient pour motif grave contre leurs ouvrières. Et donc on a fait approuver la lettre de licenciement en assemblée générale par les travailleuses, qui ont donc toutes signé. Et on a prévenu l'UCL en disant, voilà, vous n'avez pas le choix, nous ne reprendrons pas le travail tant que vous n'aurez pas rompu le contrat et refait un contrat avec une ASBL que nous allons créer. Et donc ça a duré 3 semaines, cette grève. Tous les jours, il y avait quelque chose. Tous les jours, il y avait une manifestation, il y avait une assemblée dans un auditoire. Pendant la grève, on a également subtilisé tout le matériel de l'entreprise. Une nuit, on est venu avec le camion des sablières de Wautier-Braine et on a embarqué tout le truc. Et assez rapidement, un certain nombre de cercles étudiants et autres sont venus pour soutenir les filles, notamment les élèves de l'Institut Cardaigne, qui était une école de formation du MOC. Il y a beaucoup de jeunes de l'époque qui sont vraiment venus nous aider, faire des affiches, des autocollants, etc. Et donc ça commençait à bouillonner un petit peu. Nous avons commencé à faire des manifestations avec les filles dans les rues de Louvain-la-Neuve, avec des assemblées le midi auxquelles on expliquait aux étudiants et aux professeurs et à la population de Louvain-la-Neuve ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, etc. À un moment donné, ils se sentaient quand même un peu mauvais dans l'UCL. Donc il y a eu ça aussi, ça a joué, parce que une partie du personnel a pris fait et cause pour les ouvrières, et puis on a eu un appui tout à fait sans faille de la délégation syndicale CNE, donc qui était déjà à l'époque conduit par Jos Palanche, qui avait été déjà depuis longtemps un des acteurs principaux de toutes les luttes qu'on menait dans le Brabant wallon, et qui avait pris une part importante de l'organisation du comité de soutien dans la grève de la faim de Lucienne Waterken, et en même temps que nous étions en procès pour la séquestration de la direction de Dubru. Tout ça se passait à la même époque. Donc tout ça bouillonnait, et donc l'UCL s'est retrouvé dans une situation un peu difficile,
Enfin, nous avons eu quand même quelques discussions sérieuses dans la coulisse sous l'égide d'André Olef, qui était le président du conseil d'administration de l'UCL, mais aussi le président du MOC, et qui a quand même aidé à faire évoluer les esprits. Tu t'imagines les profs à qui on vient dire ce sont des nettoyeuses qui vont gérer une entreprise de nettoyage au sein de l'UCL, ça sortait de leur catégorie mentale, évidemment. Mais, in fine, l'UCL a marqué son accord de casser le contrat et de faire un contrat d'1 an avec une ASBL que nous avons créée et qu'on a appelée le Ballet Libéré. L'UCL a vu aussi qu'elle pouvait en tirer une sorte de profit, qui avait dit, bon, ben, écoutez, à titre aussi expérimental, nous allons vous donner les moyens, on fait une expérience d'1 an et puis on fera le point. Et ils ont tenu parole, et puis par la suite, donc, ils ont reconduit les contrats de 3-4 ans pendant une quinzaine d'années. Monsieur, réunis depuis une semaine dans des groupes de travail et en assemblée générale, les ouvrières de feu votre firme ont constaté ce qui suit. Tout d'abord, nous constatons après une étude approfondie de notre travail que nous pouvons parfaitement l'organiser entre nous. Nous en concluons donc que vous êtes absolument inutile et parasitaire. Ensuite, nous découvrons que votre rôle principal a été de nous acheter notre force de travail à un prix négligeable pour la revendre à prix d'or à l'UCL. Nous en concluons que vous n'étiez pas seulement inutile, mais également expert en vol légalement organisé. Enfin, nous nous rendons compte à quel point vous nous aviez dressés les unes contre les autres afin de mieux nous exploiter. En tenant compte de ces différents éléments, nous avons décidé ce qui suit. Nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement sur le champ pour motif grave contre vos ouvrières. Le reste de nos décisions ne vous regarde plus. Nous vous prions d'agréer, monsieur, nos salutations autogérées, les ouvrières de feu Annick. Et alors, l'autogestion, c'est venu assez vite. C'est venu dans les quelques jours après le lancement de la grève, si je me souviens bien les archives. Et comment est-ce que les travailleuses ont reçu ça? Parce que, est-ce qu'elles savaient ce que c'était l'autogestion? Non, absolument pas. Même un peu moins que nous, parce que nous, on ne savait pas non plus. On s'est dit, mais maintenant qu'on doit nettoyer, qui fait quoi? Et donc, il est clair qu'il y avait des compétences particulières parce qu'elles étaient déjà séparées en petites équipes. Chaque bâtiment avait son équipe, et son équipe avait sa responsable. Donc, elles étaient déjà habituées à s'auto-organiser. Oui, ce qui manquait à ce moment-là, c'était plutôt les compétences administratives et aussi de faire en sorte que l'autogestion fonctionne et donc animer les réunions, les assemblées générales. Oui. Et nous avons fait appel à 2 personnes qui terminaient leurs études universitaires à ce moment-là. Et toutes les 2, pendant 2 ans, je crois, elles ont suivi la mise en place des structures de fonctionnement de la nouvelle ASBL, le Ballet Libéré, et elles ont été soutenues par 2 de nos permanents. On a appris en faisant le principe d'une assemblée générale tous les mois pour discuter de tous les problèmes, le principe d'une responsable d'équipe qui permutait tous les 6 mois, la mise en place du comité de gestion, la manière de prendre des décisions quand on devait acheter du nouveau matériel ou des choses comme ça. Et puis alors, l'intégration des ouvrières du Ballet Libéré dans les actions syndicales de la région. Dès le moment où elles ont été en fonction, il s'est quasiment plus passé une seule action, manifestation, piquet de grève, dans lequel une délégation du Ballet Libéré était là avec leur pancarte, solidarité, etc. Qu'est-ce que ça t'a appris, à toi? Oh ben, la fameuse réflexion qui est revenue en boucle bien souvent par après quand il y avait des interviews du Ballet Libéré, c'est quand Monique Ranto
quand on lui avait demandé c'est quoi l'autogestion, elle avait dit en tout cas c'est pas de la tarte. Je crois qu'elle avait bien résumé la situation. C'était vraiment une très très belle expérience. Il ne faut pas l'idéaliser, il y a eu des problèmes et ça s'est terminé. Allez, ça ne s'est pas bien terminé puisque moi, en fait, ce qui est comique, c'est que j'ai été celui qui a écrit la lettre de licenciement au patron et je suis celui qui a été désigné comme administrateur délégué provisoire par l'Assemblée générale pour aller au tribunal du commerce déposer le bilan. Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé avec l'UCL pour que ça se termine ? D'abord, les motivations des travailleuses qui étaient là à ce moment-là étaient fortement diminuées. Je crois que certains d'entre elles n'avaient plus conscience du fait qu'on était dans une entreprise autogérée et se considéraient en fait l'autogestion, on est tous patrons. Donc je suis patron comme toi et t'as rien à me dire. Hein. Tu me fous la paix. Hein. Et alors il y en a qui en ont bien profité, il y a eu l'absentéisme, des filles qui travaillaient pas bien, l'UCL avait des raisons de se plaindre très souvent de la qualité du travail. Du coup, de manière concomitante à cela, le contrat arrivait en bout de course et devait être renouvelé. Et donc là, le délégué du gouvernement au conseil d'administration a exigé qu'on fasse l'appel d'offres. Et quand l'appel d'offres a été fait et qu'il y avait 2 ou 3 firmes nettement en dessous du Palais Libéré, il a exigé que l'on donne le contrat et les filles n'avaient plus envie de se battre. Mais on a tenu quand même 15 ans, quoi. Donc ça veut dire que les trucs qui étaient mis en place n'étaient pas aussi mauvais que ça. C'était au contraire, je crois, assez bien adapté. Et partant d'un manque de préparation totale à ce genre d'expérience, je trouve que c'est assez extraordinaire. On licencie le patron et son brigadier. On licencie le patron et son brigadier. On travaillera toute seule et on sera mieux payé. On travaillera toute seule et on sera mieux payé. Nous on reste là, on ne bougera pas tant que l'UCL ne nous écoute pas. Nous on reste là, on ne bougera pas tant que l'UCL ne nous écoute pas. Donc ce qu'on a vraiment retiré de cette expérience, c'est que on ne développera pas un système autogestionnaire en faisant de l'autogestion dans quelques entreprises. Donc ce sont des expériences qui sont importantes pour l'exemplarité, pour la formation des gens qui le vivent, pour la qualité de vie des gens qui le vivent, etc. Mais le système capitaliste tel qu'il fonctionne est complètement contraire à toute idée d'autogestion. Lorsque tu entres dans un système avec des gens où tu veux établir un système autogestionnaire comme au Palais Libéré et au Sablières de Wauthier-Braine, il apparaît évidemment assez rapidement que rien dans ce qui a précédé dans leur vie et rien dans ce qui est leur réalité quotidienne ne les prédestinait à faire ça. Donc il faut tout inventer. Et ça prend du temps. Et y arrive-t-on totalement? Je n'en suis pas sûr. Mais on peut en tout cas faire des pas qualitatifs par rapport aux gens. On a quand même vu dans ces différentes actions, elles prennent à un moment donné conscience qu'effectivement, il y a des gens qui ont des droits, qui ont du pouvoir, alors que les autres n'en ont pas. Et tout ça doit percoler, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, d'autant plus que ça entre parfois en opposition avec la manière dont les proches conçoivent la vie en société.
Et donc, beaucoup de filles du ballet libéré ne pouvaient pas participer à un certain nombre d'activités, comme par exemple aller en solidarité à des piquets de grève, etc., parce qu'elles savaient qu'au niveau de leur vie quotidienne, de leur foyer, ça ne serait ni compris ni permis. Par contre, il y en a qui étaient dans cette situation-là au départ de l'action et qui, au fil des années, ont convaincu leurs compagnons du bien fondé de leur action. Et il y a certains maris qui sont devenus vraiment des soutiens indéfectibles du ballet libéré. Et des filles qui ont pris de la liberté. Voilà. En fait, l'histoire du ballet libéré, donc ces femmes qui se révoltent, qui s'émancipent, ça me fait penser à une autre histoire que tu m'as racontée. C'est l'anecdote sur ta mère et sa patronne. Parce qu'en fait, la première personne que tu as vue licencier son patron, c'est elle. Oui, elle faisait les ménages dans à 3 endroits différents pour avoir un temps plein, disons-le comme ça, dans 2 hôtels et dans une famille bourgeoise qui était les propriétaires d'une grosse brasserie qui était dans le village. Et c'est là que j'ai assisté à une scène où elle a été prévenir sa patronne, donc que dorénavant elle ne travaillerait plus chez elle, parce qu'elle avait piégé en laissant traîner de l'argent exprès sous un lit, etc., pour vérifier si ma maman allait prendre l'argent ou le lui rendre. Et donc elle m'a dit, bon, viens avec moi, c'était chez Pirlo. Et on arrive, elle sonne à la porte, la dame arrive. « Ah, bonjour Léa, mais ce n'est pas votre jour aujourd'hui. »« Non, madame, ce n'est pas mon jour et ce ne sera plus jamais mon jour. Je viens vous dire que je ne travaille plus pour vous. »« Mais comment Léa? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « Vous me prenez pour une voleuse, vous me cachez de l'argent pour voir si je vais vous le remettre. Eh bien, vous avez vu, je vous l'ai remis, mais je ne le remettrai plus jamais parce que je ne mettrai plus les pieds dans votre maison. Au revoir, madame. » Et puis... elle m'a repris par la main et nous sommes partis. Mais ça, c'est une scène que je n'oublierai pas, parce que je ne m'y attendais pas. Elle ne m'avait rien expliqué. Donc elle m'avait simplement pris par la main, elle m'avait pris avec elle. Bon, je trouve que c'était une grande madame, pourtant elle était toute petite. Mais voilà. Merci patron, merci patron. Quel bonheur de travailler, sans vous on est heureux comme des fous. Toutes les actions que nous avons parcourues dans les épisodes précédents ont fait bouger les lignes. Il faut noter que certaines d'entre elles ont conduit Raymond et les militants devant la justice. Dans l'épisode suivant, à travers le récit de 2 procès, on entendra comment Raymond remet en cause une légalité qui protège les intérêts des dominants au détriment de la classe ouvrière. Nous vous licencions.